Merci, chers téléspectateurs, de nous suivre sur FES Info TV, la télévision de la diaspora ici aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 mars 2023 et nous recevons pour vous des personnalités de la diaspora, en l'occurrence des émissaires de la Fédération internationale Europe-Asie, de l'ANC. Ils vont se prêter à nos questions et ils vont nous parler un tant soit peu de la situation de leur fédération et également de la situation sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Alors, sans plus tarder, je vais les ramener en ligne. Il s'agit bien sûr de M. Idriss Soubabé, qui est le président de la Fédération Europe-Asie, de l'ANC, et de M. Kpossou Casimir. Alors, nous le ramenons directement en ligne pour vous. Ils sont là. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Bertrand Schneider. Oui, merci. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous allez expliquer un tant soit peu à la diaspora la situation qui prévaut au sein de votre fédération. Et également, comme je l'ai dit tantôt, là, on va parler de la situation politique de notre cher pays, le Togo. Alors, sans plus tarder, Monsieur le Président Idriss Soubabé, je vais vous laisser la parole et je vais vous demander de nous présenter le bureau complet de votre fédération, la Fédération Europe-Asie de l'ANC. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bertrand. Merci pour cette invitation sur FES World TV qui va permettre à mon camarade Casimir Kpossou et moi-même de clarifier la situation qui a prévalu au sein de la Fédération internationale Europe-Asie, aboutissant sur l'exclusion de nos 7 ex-camarades. Je m'appelle... non. J'aimerais tout d'abord saluer tous les Togolais, quel que soit leur lieu de résidence. Je m'appelle donc Idriss Soubabé. Je suis ingénieur d'un ponts et chaussées de formation. D'abord diplômé d'ingénieur de l'École nationale des ponts et chaussées de Moscou, puis ensuite de master en ingénierie des grands ouvrages de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris. Je suis gérant de société. Merci. Merci pour cette précision. Et Monsieur Casimir Kpossou, présentez-vous. Bonjour, je suis Casimir Kpossou, je suis médecin de formation, je suis docteur en médecine, spécialisé en chirurgie digestive et viscérale. Je suis praticien hospitalier, chirurgien des hôpitaux. Et je suis premier secrétaire fédéral adjoint de la Fédération internationale Europe-Asie depuis mai 2021, après avoir été de 2014 à 2021 conseiller au sein de la même fédération. Merci. Vous résidez également aussi à Paris? Non, moi je réside, jusqu'à tout récemment, j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, mais là depuis quelques mois, depuis 12 ans, je suis en Bretagne. En Bretagne. Okay. Alors, Monsieur le Président, je vous retourne la parole. Je disais tantôt que vous pouviez nous présenter tout le bureau de la Fédération Europe-Asie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Bertrand Schneider. Alors, l'actuel bureau de la Fédération internationale Europe-Asie se compose comme suit. Le président, c'est moi-même, Idriss Soubabé. Le premier vice-président, c'est Monsieur Medar Wodonou, qui est aussi président de la section UK, United Kingdom.
Angleterre. Le deuxième vice-président, c'est M. Robert Fabre, qui est de la sous-section Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, il y a le secrétaire fédéral au nom de M. Deo Clouvi, qui est en même temps président de la section Allemagne. Ensuite, il y a le premier secrétaire adjoint, qui est M. Casimir Kpossou, qui est de la section Nord-Pas-de-Calais. Le deuxième secrétaire adjoint, M. Albert Kokossou, qui est membre de la section suisse. Le trésorier fédéral, c'est M. Jacques Tigoué, qui est membre, trésorier et membre de la section United Kingdom. Ensuite, nous avons le trésorier adjoint qui est M. Willy Loga, qui est en même temps vice-président et membre de la section Allemagne. Et enfin, il y a 3 conseillers, messieurs Justin Damaouzan, Elom Djagba, et pour finir, M. Koler Koko. Je précise que M. Justin Damaouzan est membre du bureau national et membre de la sous-section Île-de-France. M. Elom Djagba est le président de la section suisse. Et pour finir, M. Koler Koko est membre de la section Benelux. Merci beaucoup pour cette précision de taille, ce qui nous permet de savoir clairement ceux qui sont actuellement membres du bureau exécutif de la Fédération Europe-Asie de l'ANC. Je voudrais vous poser une question dans la foulée, Monsieur le Président. Votre bureau a été mis en place à quel moment? Ou bien votre mandat, vous êtes en train de faire combien de mandats actuellement? Et notre bureau est mis en place en 2021, en mai 2021. Mai 2021. Donc ça fait 2 ans que vous êtes là, n'est-ce pas? Ça fait 2 ans. Merci beaucoup. Alors nous allons commencer avec les questions. Très important actuellement. Alors, Monsieur le membre de la Fédération Europe-Asie de l'ANC, nous avons vu ici beaucoup d'encre coulée, que ce soit dans les journaux, que ce soit sur les réseaux sociaux. Dites-nous, aujourd'hui, séance tenante, est-ce que la Fédération Europe-Asie se porte très bien? Qui prend la question? Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous êtes convaincu que la fédération se porte bien? Oui, je peux vous répondre par l'affirmative. Oui, la Fédération internationale Europe-Asie, que j'ai l'insigne honneur de présider, se porte très, très, très bien. Alors, ceci dit, nous avons vu tout récemment, le Bureau national de l'ANC exclut 7 personnes appelées fondeurs. Ces personnes sont aujourd'hui exclues définitivement de l'ANC. Vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et quelle était leur revendication? Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé à l'exclusion? Je sais que vous n'êtes pas le Bureau national, mais aujourd'hui, à la tête de la fédération, d'où vient le problème? Vous devez quand même être en mesure d'expliquer à la diaspora ce qui se passe réellement, ce qui s'est réellement passé. Parce que M. Roukali, M. Azumaro et consorts ne sont pas des moindres de l'ANC. Alors, expliquez-nous que s'est-il passé réellement? Dites-nous la vérité, monsieur. Merci, Monsieur Bertrand Schneider. Mais permettez-moi de remonter plus loin. Vous savez, comme c'est connu du grand public,
notre bureau, le bureau actuel que je préside, est né à la suite d'une divergence profonde ayant entraîné un dysfonctionnement qui a paralysé les activités du bureau fédéral. Il faut dire que le malaise couvait depuis 2017, lorsque des gens ont commencé par confondre leur rôle au sein du bureau de la Fédération internationale Europe-Asie. Je vais vous énumérer quelques exemples. Alors, la Fédération internationale Europe-Asie, pour laquelle nous avons tous le plaisir de travailler, s'est trouvée dans un état de blocage total, consécutif aux dérives du comportement de 3 camarades. Lucien Hunkali, Augustin Mens, qui était président, Augustin Mens, qui était secrétaire fédéral, et Baptiste Zoumaro, qui était le premier secrétaire adjoint. Ces 3 camarades ont créé au sein du bureau fédéral une situation insupportable. Une situation, je dirais, émanant d'une interprétation insidieuse des statuts du parti et de son règlement intérieur, cherchant à imposer au reste du bureau ce qu'il décidait à toi. Alors, il concentrait de fait les pouvoirs de décision dévolus au bureau fédéral. Il refusait la convocation des réunions mensuelles et ce qui a affaibli le fonctionnement statutaire du bureau fédéral d'alors. Bon, alors, je vais mettre l'accent sur un fait. Alors, depuis la nomination de notre ex-camarade Bati au poste de secrétaire national à la diaspora, ce dernier, au mépris des statuts, tentait de se hisser au-dessus de tous les membres du bureau fédéral, donna des injonctions à ceux-ci, adoptant une gestion, on va dire, une gestion verticale qui a fini par porter atteinte à la cohésion et l'efficacité du groupe. Très souvent, il se faisait inviter à des émissions sur des radios et autres médias d'ailleurs, pour débattre des thématiques concernant le parti sans prévenir le bureau fédéral. Oui, c'est ça. Et lors du passage du président national Jean-Pierre Fabre, si je me rappelle, c'était en 2017, mais le mois, je ne me rappelle plus exactement, il invita le PN, le président national, à participer à un meeting de Togo Debout, sans informer les autres camarades du bureau fédéral. Sans l'intervention d'un autre camarade du bureau, la veille, très tard, la nuit, tout se serait passé à l'insu de toute la fédération Europe-Asie. Comment comprendre de tels agissements? C'est là où plus tard, on saura que le camarade Bati était responsable de Togo Debout et qu'il agissait pour son compte, pour le compte de Togo Debout, France, isolant les autres camarades de la Fédération internationale Europe-Asie. Bon, il y a beaucoup d'exemples sur lesquels je n'ai pas envie de revenir ici. Il faut, pour conclure, je dirais tout simplement que les 2 autres camarades, Lucien Hunkali et Augustin Mensah, ont participé activement à la décohésion du groupe. Et c'est ainsi que le bureau fédéral s'est réuni et a adressé un courrier au bureau national pour relater les faits, pour relater la situation qui s'était présentée au sein du bureau fédéral. Voilà un peu la genèse des problèmes. Hein. Et si je devrais rajouter quelque chose, je devrais dire que le malaise, je l'ai dit tout à l'heure, que le malaise, que les divergences
se sont apparus beaucoup plus, à la suite du Conseil national organisé par le parti. Et à ce Conseil national, le Bureau national, pour ce Conseil national, le Bureau national avait demandé à toutes les fédérations de faire des propositions qui seront prises en compte pour la prise de décision. Alors, nous nous sommes réunis à Paris, tout le bureau s'est réuni et unanimement, nous avons rédigé des propositions qui ont été envoyées au Bureau national, ainsi qu'un délégué qui a été envoyé pour participer aux travaux du Conseil national. Alors, ce sont ces recommandations que nous avons proposées au Bureau national qui sont aujourd'hui remises en cause par nos camarades frondeurs. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour l'instant. Monsieur Bertrand, merci. Alors, nous avons bien suivi. Je vais demander à monsieur Casimir Bossou s'il veut en rajouter. Hein. Parce que là, ouais, il faut dire que... Je reste sur ma faim. Ouais, il faut dire que... Je veux des faits. Je veux, voilà, tel acte, ouais, telle chose se sont produites. Oui, en plus de ce que le camarade Idriss vient de dire, les habitués des réseaux sociaux ont dû apercevoir depuis octobre 2020 que nos anciens camarades du bureau fédéral ont écrit plusieurs fois au bureau fédéral avec des courriers qu'ils envoyaient d'abord dans les réseaux sociaux avant que ces courriers arrivaient auprès du bureau fédéral et auprès du bureau national. Et dans ces courriers successifs, je crois qu'ils en ont écrit jusqu'à 5 courriers successifs, je crois, où ils disaient des choses qui étaient en fait des mensonges et des contre-vérités. Par exemple, ils écrivaient que l'ANC avait décidé de participer aux élections, quelles que soient les conditions. Ce qui est faux, ce qui est notoirement faux. Alors, tout le monde sait que l'ANC a beaucoup milité activement pour que les conditions des élections soient revues. Alors, ça a été l'une des batailles permanentes de l'ANC. Or, c'est ce qu'ils ont écrit. Ils ont écrit que l'ANC a décidé de ne plus participer à des regroupements, à ne plus s'associer à aucun parti. Or, les conclusions du Conseil national d'octobre 2020 disaient que l'ANC, au vu des expériences que nous avons eues, a décidé que désormais, elle fera un choix de partenaires sérieux. Ça, c'est seulement le bon sens. C'est le bon sens. Donc, avec des mensonges pareils, ils ont harcelé le bureau avec des courriers répétitifs. Et la dernière en date, et tout ça, malgré les conciliations qui avaient été engagées pour les ramener à la raison, mais ils ont poursuivi dans leur aventure incertaine jusqu'au mois de décembre, où ils ont envoyé un dernier courrier et dans lequel ils portaient des accusations très graves à l'envers de l'ANC et de ses principaux dirigeants. Ces accusations de type des dérives collaborationnistes. Parce qu'il y a eu la sortie de M. Gilbert Bahara, ministre de la fonction publique, et lors des obsèques de notre vice-président Patrick Lossol. Ils ont, à la suite de ça, porté des accusations graves. Et c'est ça qui a fait que le parti, d'abord,
en les révoquant en mai 2021 de l'ancien bureau et mis en place un bureau intérimaire, a décidé, là, le 20 février dernier, leur exclusion définitive. Et il faut dire qu'au début de leur aventure, ils étaient 9. Ils étaient 9. Mais vers la fin, il y a deux camarades du groupe qui se sont ravisés, qui ont estimé, je pense, que leur aventure était des dénigrements inutiles et méchants, et ils se sont retirés du groupe. Donc actuellement, ils sont 7 et ils ont été heureusement exclus pour que le travail puisse continuer avec sérénité au sein de la fédération et au sein de tout le parti. Voilà ce que je peux ajouter. Si je peux rajouter. Mais oui, avant que vous en rajoutez, Monsieur le Président, nous avons appris ici, par un certain, j'oublie un petit peu le nom, qui dit hautement et fortement qu'il demande l'exclusion à la tête de l'ANC de ses principaux dirigeants. Il demande que la tête, carrément, M. Jean-Pierre Fabre puisse démissionner, Mme Isabelle Améganvi, M. Éric Dupuis, ils ont été énormément cités. Est-ce que c'est vrai? Que dit les tests de l'ANC? Est-ce que les tests de l'ANC prévoient que des gens de l'ANC puissent juste se lever et demander que tel ou comment, s'il y a des revendications à faire, que disent les tests? Voilà. Expliquez-nous. Alors, pour répondre à cette question, je dirais tout simplement que les statuts sont clairs là-dessus. Que seul le Congrès est souverain. C'est au Congrès où la ligne du parti est décidée et est mise en application. Donc, aucun groupuscule ne peut, au sein du parti, et là même, c'est 7 personnes d'une seule fédération sur 113 qui remettent en cause la direction du bureau national. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et je pense que la sanction d'exclusion est justifiée. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Donc, vous pensez que c'est la meilleure manière de résoudre ce problème définitivement, c'était de les exclure? Absolument, puisqu'on peut aller loin. Vous avez vu un des frondeurs sur une radio, tout à l'heure, le camarade Casimir l'a bien dit, accuser le parti de collaborationniste suite à des déclarations insidieuses et fallacieuses du ministre Bawara. Oui. Et il faut dire que nos amis, nos ex-camarades sont en intelligence. Quand on voit leur façon, leur posture, ils sont en intelligence avec nos détracteurs. À cette émission présentée par le camarade Bati, il y avait Monseigneur Podjoro, il y avait Madame Brigitte Améganvi et bien d'autres ténors de la DMK. Il s'était même fait féliciter par Monseigneur Podjoro. Donc, ce qui montre à suffisance que nos amis fondeurs seraient en intelligence avec nos détracteurs. Alors, j'aimerais revenir sur un fait. C'est le fait de dire que l'ANC refuse de collaborer, de travailler avec les autres partis de l'opposition. Tout à l'heure, le camarade Casimir l'a dit, c'est totalement faux. Tout le monde sait que l'ANC a été le vecteur de tous les regroupements. Et tout récemment, à la C14, l'ANC a été le poumon financier de ce regroupement-là. Malheureusement, je n'ai pas la liste des cotisations et seule l'ANC est en règle
de ces cotisations. Le PNP, qui à l'époque avait le vent en poupe et qui voulait faire une révolution, n'avait même pas participé aux cotisations, même pas un centime. Vous voyez donc tout ce que racontent nos amis, c'est faux. C'est faux. Quand on dit généralement que celui qui veut accuser son chien l'accuse de rage. C'est tout. Voilà ce que je voudrais rajouter d'autre, c'est que il est tout à fait normal que l'ANC soit prudent après avoir fait des expériences, si vous voulez, malheureuses. Vous vous rappelez en 2015, juste après les élections de 2015, où le régime avait expressément et nuitamment proclamé de faux résultats, donnant vainqueur Faure Gnassingbé. Alors, M. Agbeom Kodjo a fait une déclaration en faveur du chef de l'État Faure Gnassingbé, disant que non, que l'ANC n'a pas gagné les élections et que c'est plutôt Faure Gnassingbé qui les aurait gagnés, sans preuve. Et ça se dit opposant. Et en plus, ce dernier a été invité à l'investiture de Faure Gnassingbé. Quelques jours après, on l'a vu dans une délégation accompagner le chef de l'État en Italie. Et ça se dit opposant. Vous voyez, comment voulez-vous que l'ANC puisse faire confiance à tout le monde aveuglement? Non, je dis non. Je dis non. Il est tout à fait justifié de faire un tri parmi nos camarades de l'opposition. Voilà ce que je voulais ajouter à l'intervention du camarade Casimir. Merci. Camarade Casimir, vous avez toujours la parole et vous pouvez ajouter quelque chose si vous voulez. Je pense que le camarade Idriss a tout dit. Je ne comprends pas ceux-là qui accusent l'ANC de ne pas vouloir choisir ses partenaires. Et je suis d'autant plus étonné que ce sont des accusations qui viennent de notre propre parti, des gens qui étaient jusqu'à hier avec nous. Il faut quand même rappeler que M. Kaitan Batizoumaro, qui est celui qui semble être le leader de ce groupe de 7 personnes, était quand même était intervenu plusieurs fois dans les médias au nom de l'ANC, était quand même secrétaire national à la diaspora. Mais quand on l'entend aujourd'hui avec les accusations qu'il porte, c'est quand même assez effrayant. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'ils sortent de parti, comme eux-mêmes, ils n'ont pas eu le courage jusqu'à maintenant de démissionner. Mais il était temps que le parti les fasse sortir de... Mais est-ce que cela ne fragilise pas aujourd'hui la Fédération Europe-Asie de l'ANC? Puisque les gens disent, on ne vous entend plus, on ne vous sent plus. Actuellement, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de, comme auparavant, on ne vous sent pas, on ne vous voit pas sur les antennes pour donner vos points de vue sur les différentes situations de la vie politique de notre cher pays, le Togo. Est-ce que cela ne vous fragilise pas quelque part? Je ne pense pas, puisque le problème est définitivement réglé. Et d'ailleurs, la résolution de ce dysfonctionnement au sein du bureau de la Fédération internationale a été réglée par la mise en place de ce nouveau bureau que je préside en la date du 11 mai. Et sur la base des statuts, nous avons reçu une mission que j'inviterai M. Casimir Kpossou
à relater. Oui, merci, oui. Oui, effectivement, comme Idriss l'avait dit au début, il faut dire que les principaux, il s'est fait que les principaux dirigeants de la fédération étaient les principaux frondeurs qui, comme M. Bertrand Schneider vous l'avait demandé tout à l'heure, s'il n'y avait pas une procédure, ben, ils ont ignoré les procédures de revendication. Parce que pour aller porter des accusations, bien porter des demandes auprès du Bureau national, mais il y a quand même une procédure à suivre. Or, c'est des sujets qui n'ont jamais été débattus au sein du Bureau fédéral pour savoir est-ce que le Bureau fédéral va demander un congrès, est-ce que le Bureau fédéral va demander un renouvellement des instances. C'est un débat qui n'a jamais été porté au sein de la fédération puisqu'ils avaient bloqué le fonctionnement de la fédération. Donc, ils ont ignoré toutes ces procédures. Donc, maintenant que un nouveau bureau est mis en place, donc nous avons pour mission, sous la direction de Idriss Soubabé, de relancer les sections et les sous-sections, de redynamiser l'ensemble de la fédération, de voir si on peut continuer le travail d'implantation dans d'autres pays. Et à ce titre, il faut dire qu'actuellement, il y a des contacts qui sont en cours pour la création de nouvelles sections en Italie, en Grèce. Et nous sommes en active préparation pour l'organisation d'une université d'été et en prélude à la préparation également et à l'organisation d'une assemblée élective fédérale qui sera amenée à changer, à prendre la place du bureau fédéral actuel. Donc, et étant donné que ces personnes qui étaient la plupart du temps les porte-parole du parti sont maintenant révoquées, le nouveau bureau est là maintenant, c'est ce nouveau bureau qui va être l'interlocuteur auprès des différentes associations de la diaspora, auprès de différents autres partis prenantes de l'opposition togolaise à l'extérieur, pour mener les débats, pour représenter le parti à l'extérieur. Surtout en Europe et en Asie. Voilà. C'est tout à fait bien compris. Alors, il vous est reproché également rapidement, M. Kassi Kossou, que l'ANC veut aller aux élections, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, nous irons aux élections. Et le cas adverse, c'est qui se dit, parce qu'aujourd'hui, on constate que l'opposition est divisée en deux. Le camp adverse dit non, ceux-là qui vont aller aux élections sont des traîtres pour le peuple. Merci. Et ceci dit, qu'est-ce que vous dites concrètement? Merci. Merci, M. Schneider. Est-ce que je peux dire à ce propos, c'est que l'ANC continue toujours cette lutte-là de libération du peuple togolais. Face à la situation actuelle, que voulez-vous qu'on fasse? Nous n'avons pas des armes, nous. Et nous n'avons même pas l'intelligence des armes, c'est-à-dire que nous ne savons pas utiliser des armes. Il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas participer à une élection tant que le dictateur est au pouvoir. Nous ne nous opposons pas à d'autres initiatives qui peuvent amener au renversement du régime. C'est pourquoi nous étions... Monseigneur Kodjo est toujours en exil. Le docteur Guillaume Kodjo est toujours en exil. Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est pourquoi nous étions de tous les mouvements pour éveiller et éclairer la population en vue de ce travail pour le renversement de l'ordre dictatorial. Vous savez, la révolution, c'est le peuple qui en est le détenteur. Personne ne peut rien contre un peuple décidé et déterminé. Et nous comptons sur notre population qu'elle a cette capacité pour le faire. Nous ne rejetons pas, nous ne rejetons et nous n'avons jamais exclu notre participation à un quelconque soulèvement au Togo. Mais participer aux élections fait partie aussi de la mise en éveil de la population.
c'est le président Jean-Pierre Fabre qui disait quelque part, je vais retrouver, Jean-Pierre Fabre qui disait, oui, il disait que de toutes les situations peuvent naître une occasion de soulèvement. Tout à fait. Ce que nous faisons, c'est de grignoter des espaces de liberté, de continuer de parler aux populations. Mais justement, monsieur Idriss, c'est là exactement où les gens disent que oui, vous êtes en train de faire la politique de votre ventre, grignoter quelque chose, juste pour satisfaire vos petits besoins, et non changer tout pour tout le peuple togolais, et le peuple togolais dans tout ça. Ce n'est pas vrai. Je vais vous donner l'exemple de 2019 ou 2020. Allez-y. Quand nous étions au Parlement, mais il était difficile au régime de faire voter les lois, unilatéralement. Ils avaient en face l'ANC, ils avaient en face les députés de l'opposition. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte des conséquences du boycott. Tout le monde se rend compte. D'ailleurs, vous savez, je vais vous dire une chose. Au début, la DMK avait déclaré qu'ils ne participeront pas aux élections, ni législatives, ni régionales. Mais aujourd'hui, j'ai une forte impression que la DMK est divisée, puisque M. Agbekponou Désiré, il s'est fait virer pour adhérer à la vision de l'ANC, celle qui consiste à participer aux élections. Il s'est fait virer manu militari. Et nous attendons de voir s'ils auront la capacité de virer aussi Nabouja Bouraïma, qui aujourd'hui adhère 100% à la vision de l'ANC de participer aux élections législatives. Vous voyez que c'est un regroupement qui est divisé. Ben, au final, je pense que la DMK se prépare à se présenter aux élections. Et j'ai vu quelque part, oui, attendez, je vais vous les... J'ai vu quelque part que... oui, mais c'est ça. Oui, je ne retrouve pas, c'est pas grave. Il y a donc un courant qui est pour et un courant qui est contre. Donc, parmi ceux qui sont pour, il y a Désiré Agbekponou, Viré et Nabouja Bouraïma. Et nous attendons de voir donc, donc la décision que prendrait la DMK. Si la DMK accepte d'aller aux élections, ce serait franchement un échec de ce regroupement. Parce qu'on ne peut pas, en politique, en politique, pour se rendre crédible, on ne peut pas promettre quelque chose et son contraire. On verra bien. On verra bien. Mais je pense que s'ils acceptent de participer aux prochaines échéances, ce serait vraiment un regroupement. Ce serait la preuve que c'est un regroupement très léger et qui ne mérite pas la confiance du peuple togolais. Parce qu'en politique, il ne faut pas promettre quelque chose et son contraire. Voilà un peu ma réponse par rapport à cette question que vous soulevez. Merci. Oui. Monsieur Idriss, Monsieur Casimir, s'il vous plaît. Vous êtes sur mute, Monsieur Casimir. Mutez-vous. On ne vous entend pas. Oui. Vous êtes... Attends. Ouais, allez-y maintenant. Reprenez. Oui. Concernant cette question de participation aux élections, quelles que soient les conditions, il ne faut quand même pas oublier que l'ANC a lutté de toutes ses forces ces dernières années lors du CP, enfin, du conseil qu'ils avaient mis en place pour réformer les conditions électorales. L'ANC avait tout fait et malgré toutes les suggestions, il y a eu un refus qui a amené l'ANC à sortir de ça.
Mais il faut aussi savoir, se rappeler qu'en 2002, quand l'opposition n'avait pas participé aux élections, mais M. Yadema Gnassingbé en avait profité pour changer la Constitution, hein, qui l'empêchait d'être candidat, où il avait même promis devant le président Chirac qu'il ne serait pas candidat, il avait promis son honneur de militaire, mais il en avait profité pour être candidat. Et la même chose, en 2018, malgré tout le soulèvement qu'il y a eu avec la C14, le PNP, tout ça, on a été floué avec l'avènement de la CEDEAO. Et quand on s'est opposé aux élections, on a boycotté. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a vu que le RPT-UNI était parti chercher ses propres opposants qu'il a mis en place de toutes sortes. Ils ont mis en place... Et ils ont eu l'élection. M. Aboyema Kodjo était député. L'une des premières lois qu'ils ont votées, c'est l'amnistie totale. L'amnistie totale pour M. Faure Gnassingbé pour les crimes de sang et les crimes économiques. C'est ce qui est bien écrit dans la lettre. M. Aboyema Kodjo a voté cette loi sans aucune réserve, sans aucune remarque. Donc, au vu de tout ça, il y a lieu qu'on soit pragmatique. Également les lois sur la liberté de manifestation. Oui, mais quand on nous dit que oui, l'ANC participe aux élections et tout à l'heure, mon camarade Idriss a utilisé humblement le mot grignoter. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis les élections locales de 2019, où l'ANC a pu acquérir quelques communes, vous avez vu que quand on a mis en place les lois sur la décentralisation et que le pouvoir en place a vu qu'il n'a pas la majorité à Lomé, il n'a pas la majorité dans certaines grandes villes, mais qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu que très vite, malgré la loi de décentralisation, ils ont mis en place d'autres lois pour dépecer des villes, ce qui fait qu'aujourd'hui, Lomé, vous voyez que les maires, on leur a amputé de leurs prérogatives financières. Ils sont tout le temps harcelés par le ministère de l'Intérieur. Et malgré le peu de pouvoir qu'ils ont, il faut qu'on voit quand même, moi je regarde régulièrement les réalisations des mairies, mais je vois que, par exemple, au niveau du Golfe 4, qui est dirigé par Jean-Pierre Fabre, mais il a mis en place de l'électricité dans certains quartiers. Ils ont rénové des routes dans certains quartiers. Au moment où nous parlons, ce week-end, il y a une opération qui est en cours à Lomé, où ils sont en train de faire des jugements supplétifs, des actes de naissance à tous les élèves dans des quartiers. Donc ça, c'est ce que nous appelons le grignotage des espaces de liberté, où les maires peuvent intervenir. Et quand on voit l'opération de désengagement qui est en cours, où le pouvoir est en train de chasser les gens n'importe comment, mais la seule municipalité qui essaie de mettre un bémol, qui met du social dans ce qui est fait, qui dit non, n'allons pas comme ça, donnons aux gens un délai raisonnable, mais c'est la commune de Golfe 4, dirigée par Jean-Pierre Fabre. C'est ça le grignotage de pouvoir dont nous parlons. Ce n'est pas qu'on jette aux gens en disant oui, l'ANC va au pouvoir pour avoir des postes, pour avoir des privilèges. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on ne veut pas. Si on n'y va pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais si on n'y va pas, le pouvoir prend toutes les communes. Et on sera là, on veut la révolution, mais la révolution ne se décide pas. La révolution, c'est le final d'un pouvoir et des luttes de fond. Voilà. Mais ceux qui disent la révolution, on n'est pas d'accord, on n'est pas contre. Mais qui viennent la faire? Mais pour le moment, nous disons, il faut être dans le circuit. Moi, je me rappelle, regardez, on parle du rapport de la Cour des comptes. Mais le rapport de la Cour des comptes, nous avons aujourd'hui des juges de la Cour des comptes, des juges sérieux, patriotes, qui ont mis sur la place publique la gestion des fonds du pays. Et sans aucun... nous apercevons tous qu'on a des gens quand même au Togo qui font un travail sérieux. Le gouvernement se dit, oui, c'est nous-mêmes qui avons demandé. Mais on voit quand même que les juges, ils ont fait un travail sérieux. C'est comme en Gambie, en Gambie, il y a quelques années. Allô? Allô? Monsieur Kazmi Kossou, vous m'entendez? Oui,
Oui. Dans la foulée, hein, quand vous avez pris le volet de 400 millions, 400 Oui. milliards, Oui. je vais profiter pour vous poser une question et je vais vous laisser rester dans la foulée. Alors, Oui. que fait l'ANC aujourd'hui? Que dit l'ANC par Mais vous rapport avez à vu ça? que l'ANC a sorti une déclaration. Hein, elle a une déclaration de bon sens et qui n'est que la logique de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous avez la Cour des comptes, hein, qui fait un travail sérieux, qui identifie les manquements, qui demande tout simplement au gouvernement, aux membres du gouvernement, de justifier ce qu'ils ont fait avec les fonds. Par exemple, ils disent qu'ils ont acheté du riz, hein, à 31 500 tonnes. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et ils ont acheté des caméras. Il y a certaines dépenses que la Cour a bien notées et la Cour se pose la question, mais que vient faire le Covid dans la construction d'un parking? Que vient faire le Covid dans l'achat d'ordinateurs? Que vient faire le Covid dans la lutte contre des insectes et des rats? C'est ça. Et on leur demande de s'expliquer, tout simplement. Et c'est pour ça que l'ANC demande à ce que le procureur de la République fasse une autosaisine. Pour le moment, nous ne disons pas qu'il y a eu des détournements. Nous disons seulement qu'ils répondent, qu'ils donnent les justificatifs. Or, le spectacle qui a été donné le 21 février dernier à l'Assemblée nationale est déplorable, n'est pas digne des gens qui conduisent les affaires d'un pays. Vous conduisez les affaires d'un pays, vous venez dire là que oui, c'était très urgent et que vous n'avez pas de justificatif. Même dans sa propre maison, on ne gère pas comme ça. On ne gère pas comme ça. Voilà, soyons sérieux. Voilà, donc là, il faut qu'ils répondent au peuple. Ils doivent répondre à la Cour des comptes. Il faut qu'ils donnent les pièces justificatives à la Cour des comptes. Mais ils étaient à l'Assemblée nationale. Ils étaient à l'Assemblée, ils ont répondu. Mais l'Assemblée nationale n'est pas la Cour des comptes. L'Assemblée nationale n'est pas une Cour des comptes bis. L'Assemblée nationale n'est pas une compte des cours bis. En fait, en plus, une Assemblée nationale qui était dépeuplée. La plupart des membres étaient en vacances. Tout à fait. Comment on peut convoquer une Assemblée nationale qui est en vacances? Et en plus, ils se sont présentés, moi, ça m'a vraiment, j'étais un peu déçu, mais ils étaient là tous assis, parlant comme ça, sans aucune solennité, sans aucune responsabilité envers la représentation nationale. Mais c'est les élus du peuple. Ils étaient là, ils y étaient. Il faut aussi le travail du peuple. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne des gens qui se respectent. Ce n'est pas digne des gens qui ont en charge les fonctions étatiques. Je suis désolé. Voilà. Tout à fait. Il faut dire aussi, pour appuyer ce que vient de dire le camarade Casimir, que même si les députés étaient tous présents, ils sont tous à la sorte du régime. Ils ne font que ce que le régime leur demande de faire. Donc, ils n'ont aucun pouvoir. L'Assemblée nationale, dans son état actuel, n'a aucun pouvoir. Et ça... La faute à qui, monsieur? Exactement, c'est la faute à la non-participation de l'opposition aux législatives. C'est les conséquences malheureuses de notre non-participation aux dernières élections passées qui ont créé cette situation-là. D'ailleurs, dans ce sens-là, permettez-moi de vous donner un exemple très édifiant. Je vais vous donner l'exemple du Venezuela, où à un moment donné, comment il s'appelle, Nicolas Maduro, c'est ça, hein, le président vénézuélien. Oui. Mais il était en face d'un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire en faveur de son rival, Juan Guaido. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui. Juan Guaido, oui, c'est ça. Mais Juan Guaido, à l'époque, qui était l'opposant charismatique, ben, il avait boycotté les législatives. Vous vous rappelez?
Juan Guaido avait boycotté les législatives. Mais aujourd'hui, qui a perdu? Il a perdu sa position et sa majorité parlementaire. À cause de la crise énergétique, Maduro n'est plus contesté par la soi-disant communauté internationale. Vous voyez, il est même courtisé et a reçu des poignées de main à la COP27 à Sharm el-Sheikh tout récemment. L'opposition est perdante. Et aussi la population, bien sûr, avec tous ces sacrifices consentis. Donc, c'est pour vous dire que le boycott n'apporte rien. Le boycott n'est pas une bonne chose. Alors, pour conclure, l'ANC participera à toutes les élections au Togo. Merci. Merci, Monsieur le Président de la Fédération de Europe-Asie de l'ANC. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous sachez que nous sommes avec quelques membres du bureau de la Fédération Europe-Asie de l'ANC qui ont accepté répondre à nos questions par rapport à la situation qui se prévaut actuellement au sein d'abord de la fédération et également dans notre cher pays, le Togo. Monsieur le Président, tout récemment, vous savez, il y a encore un journaliste, nous venons d'avoir, si on peut le dire, un fugitif de plus, ou bien Monsieur Ferdinand a été journaliste de son État et a dû prendre la foudre d'escapette pour se mettre à l'abri. Et alors, nous avons appris qu'il a été, pas lui seul, avec quelques camarades également journalistes. Il s'agit de M. Isidore, et également de Joël, Feu Joël. Les trois ont reçu une condamnation de 3 ans de prison ferme. Pourtant, nous avons vu Isidore et Ferdinand venir sur les antennes présenter les excuses en direct afin de voir ce dossier clos. Abracadabra, on ouvre ce dossier et dans la foulée rapidement, ces 2 journalistes sont condamnés à 3 ans de prison ferme avec amende en plus à l'appui à payer. Que vous dit cette situation? Merci, M. Bertrand Schneider. Mais vous savez, c'est malheureux, c'est très malheureux qu'on en arrive là. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Il n'est nulle part ailleurs, nulle part, je dis bien nulle part, cette situation ne se présente. Et il est très malheureux que des journalistes ne puissent pas exercer leur droit de journalisme. C'est la preuve que nous sommes face à un monstre. Le peuple togolais a en face de lui un régime, un monstre. Et pour en finir, il faudrait que nous nous mobilisions pour que ce régime s'en aille. Sinon, je pense que le président Jean-Pierre Fabre l'a dit lors de son dernier meeting, que nous sommes esclaves dans notre pays. Nous sommes des butins de guerre. Tout le peuple est un butin de guerre. Tous les fils du pays sont des butins de guerre. Voilà, donc la solution... C'est quand même fort, hein? Absolument. C'est le mot est faible pour moi. Le mot est faible. Et c'est une réalité. C'est depuis l'assassinat du président Silva Luis Olympio que ceux qui se sont accaparés du régime se sont dit qu'ils ont gagné la guerre. Pour eux, c'est une victoire. Donc, c'est un pouvoir à ne jamais lâcher. Tout le peuple togolais, quand on voit comment vivent les gens dans notre pays, c'est malheureux.
C'est vraiment malheureux. Et il faudrait que les Togolais arrêtent de se tirer dessus, hein, et sachent qu'ils doivent se mettre ensemble pour terrasser cette dictature qui dure bientôt 60-70 ans. Ce n'est pas acceptable, c'est inacceptable. Quand on voit que après la mort de son père, le fils prenne le pouvoir dans des situations que tout le monde connaît, avec plus de 1500 morts, et qu'aujourd'hui, il se prépare à faire un 5e mandat, alors là, je dis que c'est inacceptable. Il faudrait que les Togolais réfléchissent un peu, hein, et qu'ils comprennent que le moment est venu de se lever comme un seul homme pour terrasser cette dictature. Merci. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Premier vice-secrétaire, vous avez la parole. Secrétaire fédéral, oui. Monsieur le Premier secrétaire adjoint. Oui, merci. Oui, la situation des journalistes Ferdinand Ité et de son collègue Isidore Kouanou est très triste. On n'arrive pas à comprendre qu'on en arrive là, parce que on se rappelle que nous avions appris que Isidore Amous, d'abord Ferdinand Ité et le feu Joël Ega, quand ils s'étaient retrouvés en prison sur la plainte de 2 ministres, et des personnes de leur famille étaient intervenues pour que ils ont pu sortir de prison. Eux-mêmes, ils ont présenté publiquement des excuses. Donc, tous ces actes-là devaient normalement entraîner une extinction de la plainte des 2 ministres. Donc, nous sommes, moi je suis effroyablement surpris que cette plainte soit réactivée et qu'il soit jugé là et par contumace et avec tout les tracasseries que Ferdinand a subi avant de disparaître actuellement. Heureusement, lui-même, il a donné des nouvelles pour dire qu'il est en sécurité. Mais qu'en est-il de son collègue Isidore Kouanou, et que sont devenues ces plaintes? Donc ça, tous ces événements montrent vraiment ce sont des illustrations de l'instrumentalisation de la justice, et ça montre également que les lois qui sont votées, qui sont mises en place par le pouvoir lui-même ne sont pas respectées. Donc, comme vient de le dire le camarade Idriss, il faut que le peuple se réveille pour que une justice, un état de droit, un vrai état de droit soit mis en place. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Casimir Ossou. Merci également à Monsieur Soubabe Idriss, qui est le président de la Fédération Europe-Asie de l'ANC. Alors, nous allons vous poser cette question avant de vous laisser partir. Nous allons vous demander si vous avez un mot à l'endroit de Oui. votre collègue qui est actuellement suspendu au sein du parti. Il s'agit de Ouro Akpo Tchagao, que vous connaissez sans doute très bien. Et voilà, nous avons appris ici, ensemble, la création d'un mouvement. Est-ce que le parti permet qu'un militant puisse, au même moment, créer un mouvement
dont il est président, et tout en étant d'abord membre de votre parti politique et pas des moindres. Je pense qu'il est le secrétaire national adjoint, un truc comme ça. Alors, situez-moi si je ne me trompe, mais qu'est-ce que vous pensez dire sur cette situation que nous vivons, qui a fait également couler beaucoup d'encre, beaucoup d'encre, succinctement en 5-10 minutes? Oui, par rapport à... C'est un petit frère, hein? Par rapport à Uro Akpo, je dirais tout simplement que c'est malheureux. Que c'est malheureux que ce soit lui qui se comporte de cette façon-là. Il y a plusieurs choses que nous ne pouvons pas étaler ici par faute de temps. Moi, j'ai écouté l'audio relatif aux échanges entre Uro Akpo et Camus Sali, qui est un détracteur d'ailleurs, qui a promis d'anéantir l'ANC. Quand j'ai écouté cet audio, franchement, toute la nuit, je me suis posé des questions. J'ai essayé de le joindre, mais je me suis rendu compte qu'il m'aurait bloqué. Et vous savez, dans une lutte de libération... vous dites qu'il vous a bloqué ou vous êtes rendu compte ou bien c'est quoi? Je n'arrivais pas, mon message n'allait pas. Parce qu'il savait que quand je serais au courant de cette histoire-là, que je chercherais à le joindre. Et ce qui est malheureux, ce qui est malheureux en plus, c'est que Uro soit passé derrière nous pour débaucher les frondeurs, parce qu'ils sont avec lui, les frondeurs. Nous avons reçu la preuve. D'ailleurs, tout récemment, lors de la présentation de son mouvement, il était avec M. Augustin Vincent, qui est un pilier des frondeurs. Donc, ce qui montre à suffisance que Uro est en intelligence avec les frondeurs et qui serait même à la base de cette fronde-là au sein de la Fédération internationale et même du parti. C'est malheureux, c'est malheureux. Et moi, j'ai l'impression, je dis ce que je pense. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Quand il s'agit de dire la vérité, je le dis, même face à des armes. Je préfère dire la vérité avec mon linceul, puisque je suis de confession musulmane, avec mon linceul derrière le dos. Et dès que je finis de dire la vérité, s'il faut me tuer, voilà, mon linceul est déjà prêt pour mon inhumation. Uro est allé très loin. Uro est allé très loin parce que son mouvement a été créé en 2020, comme lui-même il venait de le dire. Mais il a continué ses activités au sein du bureau national. Il n'y a pas un autre mot pour qualifier les actes de Uro. C'est de la traîtrise. C'est de la traîtrise. Uro a trahi l'ANC. Vous savez, Uro, au début, moi je l'ai connu depuis l'UFC. Quand j'ai connu Uro, c'était à Sokodé, dans un meeting de l'UFC. Uro était très loin derrière Chamola et Feu Bakalawa Fofana, qui a été ministre de l'Industrie. Donc, je connais très bien Uro. Et c'est suite à la scission de l'UFC ayant donné naissance à l'ANC que Uro a émergé. Et c'est grâce à l'ANC et de son président que Uro a eu 2 mandats de député au Togo. Sinon, Uro n'était rien. Et c'est malheureux que Uro trahisse aujourd'hui
la confiance du parti qui a fait de lui un homme. Voilà tout ce que je peux dire à ce propos. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Merci. Monsieur Casimir. Oui, oui. Bon, je dirais que, bon, c'est vrai que moi j'ai écouté également l'audio que les conversations téléphoniques que M. Uruapo échangeait avec M. Kamisali et que ce dernier a malicieusement et cyniquement partagé. D'abord, quand on entend ce qu'il dit avec effectivement Kamisali qui jure tous les jours, de détruire l'ANC. Et puis, j'ai entendu M. Uruapo, cette première déclaration hein, depuis la publication de la création de son mouvement, puisque lui-même il a dit que c'est un mouvement. Donc, il nous apprend que son mouvement est enregistré au ministère de l'administration territoriale depuis le 15 février 2023, alors qu'il a été suspendu le 20. Ça veut dire qu'il avait déjà pris les devants. Et comme Idriss l'a rappelé tout à l'heure, lui-même, il a annoncé qu'en fait, il avait déjà créé son mouvement depuis longtemps. Et il reste pour le moment flou sur la nature de ce mouvement, parce qu'il n'arrive pas à préciser si c'est un parti politique. Il dit non, ce n'est pas un parti politique. Est-ce que c'est une association de la société civile? Il dit non. Donc, on ne sait pas. Et il dit qu'il veut regrouper des gens de la base et même les gens du parti de RPT Unir. Alors, je vois mal comment, pour lutter contre le régime, tu vas aller chercher des militants et des sympathisants des partis de ce régime. Donc, moi, je pense que pour le moment, je ne voudrais pas lui faire un procès d'intention. Je pense que les prochains actes qu'il va poser, que son mouvement va poser, vont donner des explications à tout le monde pour savoir si... Parce qu'il faut dire aussi une chose, c'est qu'il a affirmé depuis lors, plusieurs fois, qu'il reste membre de l'ANC. Alors, est-ce qu'il attend, est-ce qu'il voudrait se victimiser que l'ANC l'exclut pour commencer à dire, oui, voilà, je suis exclu, on m'a exclu et je n'ai rien fait? Ou bien est-ce qu'il aura le courage lui-même de démissionner? Donc, je pense que les prochaines semaines, les prochains jours vont nous fixer quant à ces mouvements, ces actes, parce que les élections approchent. Quand il va commencer à être candidat ou bien à proposer des candidatures, là aussi, il va se poser la question de savoir est-ce que son mouvement serait l'un de ces partis qui sont souvent créés à l'approche des élections téléguidées hein, pour fragiliser les autres partis. Moi, je pense que l'avenir nous le dira et très vite. Mais rapidement, le ministère de l'administration territoriale qui a délivré le récépissé à M. Uruapo Tchaniao connaît très bien M. Uruapo. Le ministère là, doit savoir que M. Uruapo est membre déjà d'un parti politique et pas des moindres. Alors, comment se fait-il qu'au même moment, on puisse lui délivrer un récépissé faisant de lui le responsable d'un autre mouvement, si ça doit être un mouvement politique? Si il n'a pas encore démissionné de l'autre, est-ce qu'on peut être au même moment un individu appartenant à deux entités au même moment? Est-ce que la charte des partis politiques l'admet comme ça? Ça, c'est des interrogations que beaucoup de personnes se posent. Hein? Mais pour évacuer la question, M. Uruapo déclare et persiste que ce n'est pas un parti politique. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ces prochains actes vont nous aider à éclaircir la situation.
Et il faut noter aussi que son mouvement a été enregistré et que le ministère de l'administration territoriale n'en a pas fait mention, n'a fait aucune publication de ça. C'est M. Ouro Akpo seul qui a donné l'information. Donc, il y a une discrétion à tous les niveaux. Merci. Et merci à M. Bertrand d'avoir posé une très bonne question qui mérite aussi une très bonne réponse. Et nous connaissons le régime. Si le mouvement de M. Akpo a été enregistré au ministère de la décentralisation par M. Paya Doya Boukessi, avec délivrance d'un numéro officiel et qu'il n'y a pas de fuite et qu'il n'y a pas eu de fuite, alors ça veut dire qu'il y a un loup derrière cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que tout le monde ceux qui sont avisés dans le parti pensent que Ouro est en mission pour le régime. Sinon, moi je dis ce que je pense, hein, que Ouro serait en mission pour le régime. C'est à l'approche des élections, on essaye de monter des partis bidons qui présenteront des candidats indépendants dans leur localité en faveur du régime RPT UNIR. Le même exemple, la même situation se présente dans la V, où un certain Nénonéné, connu comme étant proche du régime, se prépare à être un candidat indépendant. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui se prépare parce qu'on est inquiet. Ils sont inquiets, le régime est inquiet, parce qu'ils ont tenté de nous dévier de la voie de la participation aux élections, mais ils n'ont pas réussi. Maintenant, leur stratégie, c'est de créer de faux opposants, de faux partis, hein, pour pouvoir les présenter comme indépendants aux prochaines échéances électorales. Donc voilà. Le cas Ouro est clair que derrière est caché un loup. Mais qui est ce loup-là, on le saura plus tard. Merci. Merci beaucoup. C'est FES Info TV qui vous remercie de vous avoir prêté à cette intention. Avant de finir l'émission, nous allons faire un tour de table, histoire de dire vos mots de fin, et nous allons rendre l'antenne. Alors, rapidement, je vais commencer avec M. Kazmi Kpossou, votre mot de fin. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Togolais, à la diaspora et aux militants sympathisants de l'ANC? Merci, M. Bertrand Schneider. Je voudrais tout simplement dire aux Togolaises et aux Togolais, ceux sur place et ceux de la diaspora, qu'il est vrai que la lutte pour la libération totale est engagée il y a plus d'une trentaine d'années, que cette lutte s'avère de plus en plus difficile, mais je pense que nous n'avons pas à nous fatiguer, que si nous voyons nous-mêmes que le régime essaie par tous les moyens de nous fragiliser, par tous les moyens, mais ça voudrait dire que la lutte vaut la peine d'être faite. Et je voudrais dire aux militants de l'ANC de ne pas se fatiguer, que un jour ou l'autre, l'alternance tant attendue sera amenée par cette lutte-là. Et c'est par la conjugaison de la lutte au Togo comme à l'extérieur que cette lutte aura lieu. Et je voudrais ajouter que nous sommes tous conscients que l'avènement
de la vraie démocratie et de l'alternance ne sera pas l'affaire d'un seul parti, pas du seul ANC, de tous les partis patriotes, de tous les partis qui sont sincères dans cette lutte. Donc, et je voudrais demander aux uns aux autres que le dénigrement qui est fait par certains à l'endroit en particulier de l'ANC renforce plutôt le RPT UNIR. Donc, il y a lieu qu'on cesse les dénigrements, qu'il y a lieu qu'on cesse des combats intestins, des luttes intestines inutiles, et qu'on soit tous ensemble. Voilà, merci. Merci. Alors, monsieur Babé Idriss, monsieur le Président, vous avez la parole pour votre mot de fin. Merci, monsieur Schneider. Moi, je voudrais tout simplement demander aux Togolais de ne pas croire aux reproches faits à l'ANC d'avoir abandonné la lutte citoyenne aux côtés des populations pour s'inscrire dans une dérive collaborationniste. Vous savez, à l'ANC, nous restons fidèles aux idéaux des pères de l'indépendance. Et étant donné que nous sommes des héritiers de ces pères, il est clair que nous sommes alignés sur la voie du nationalisme et de recherche de la souveraineté de nos États. C'est le sang qui circule dans nos veines, c'est notre ADN, c'est ce qui fonde notre lutte. Et nous ne voyons pas ce qui pourra nous dévier de cette voie. Les réalités mondiales actuelles même nous interpellent et nous y obligent. Que dire en plus? Que la lutte que nous menons, c'est ça. C'est la liberté, l'alternance au Togo. Notre engagement aux côtés des peuples en lutte reste le même jusqu'à l'obtention de ce changement pour l'établissement des droits de l'homme et de l'alternance politique dans notre pays. Merci. C'est moi qui vous remercie. Fest Info TV est très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé pour éclairer plus ou moins la diaspora togolaise. Nous allons vous rappeler, si besoin, dans un futur très proche, pour discuter avec vous. Et sur ce, nous allons rendre l'antenne. Nous disons merci à tout le monde. Merci à tous ceux-là qui vont suivre. Vos commentaires sont les bienvenus. Et merci de soutenir Fest Info TV. Merci. Merci encore une fois, monsieur Soubabé et monsieur Kossou. Merci beaucoup. Merci et nous disons à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Ouais. Ne nous impose plus nos dirigeants, car nous sommes des États indépendants. Chers internautes, vous l'avez réclamé, elle est là, Fest Info TV. Vous avez soif de la bonne information, vous êtes friand des débats contradictoires, aimez-vous la chose politique, socio-économique, êtes-vous de vrais patriotes dans vos pays respectifs? Fest Info TV, votre chaîne YouTube d'information vous offre l'opportunité de vous